Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de la bombe qui a été lâchée par Michael Burry. Alors Michael Burry, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'acteur principal qui est joué par Christian Bale dans le film The Big Short, sur les subprimes. Et il donne pas beaucoup d'interviews. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, il a donné une interview, c'était un échange d'emails sur Bloomberg, il me semble, et il a parlé notamment des trackers. Et il a parlé des trackers en parlant du fait que c'était une bulle, et que quand les encours s'inverseraient, on aurait potentiellement un krach boursier qui serait déclenché, ou tout du moins amplifié, par les ventes qui auraient lieu, donc à ce moment-là, sur les trackers. Donc du coup, bien évidemment, comme il y a de plus en plus de personnes qui investissent sur les trackers, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que bon, ce que dit Michael Burry, c'est pas nouveau. Il y a déjà énormément d'investisseurs, énormément de personnes qui parlent justement de cette bulle des trackers et du fait que potentiellement ça créera une trappe à liquidité, que potentiellement voilà, et ça sera problématique le jour où il y aura une vraie crise et ces investisseurs voudront sortir justement potentiellement de produits où on se rendra compte que il n'y a pas de liquidité, il n'y a rien derrière tout simplement, surtout ceux qui sont liés à des produits dérivés. Donc parce que là aussi, voilà, il y a des amalgames et il va falloir un petit peu séparer un petit peu tout ça, juste sur le fait justement que les produits en premier lieu qui vont être impactés, c'est ceux où c'est un petit peu une boîte noire derrière, essentiellement des produits structurés, où vous avez énormément de swaps ou d'autres produits dérivés qui vous servent à calculer plus ou moins la valeur de la part de votre tracker. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Comme Warren Buffett disait, c'est quand la marée se retire qu'on se rend compte de qui nageait à poil. Et justement, je pense que la prochaine crise, potentiellement le prochain krach boursier, alors on ne peut pas faire de timing bien entendu, mais c'est là où on se rendra compte évidemment de tous les poteaux roses et de tout ce qui entoure justement des fonds qui auraient dû être investis mais qui ne l'ont pas été vraiment, des schémas de Ponzi, etc. Bref, on aura droit également à toutes nos séries d'arnaques, etc. Donc du coup, pour moi, voilà, une fois qu'on a dit ça, ok, c'est bien beau, mais je pense que c'est important justement. Et ça me permet, sur des choses sur lesquelles j'avais déjà réfléchi, que je vous avais déjà exposé, ça m'a permis d'un petit peu concaténer, d'un petit peu structurer tout ça dans un article. Et donc notamment, vous aurez cet article, je vous mettrai le lien pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de voir la vidéo, pour les personnes qui préfèrent lire par exemple, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous ayez le temps de lire ça éventuellement dans les transports en commun. Voilà, donc du coup, ce qui est très intéressant, voilà, pour moi, c'est que, Michael Burry, très bien, tout le monde le présente et les médias l'écoutent parce que, évidemment, c'est The Big Short, il avait prévu parmi l'un des premiers à prévoir la crise des subprimes et surtout à acter dessus, c'est-à-dire à même créer finalement les produits pour pouvoir shorter notamment les CDO, donc qui étaient des produits dérivés. Et donc Michael Burry, également, il ne s'attaque pas aux trackers, essentiellement avec les trackers qui répliquent les indices parce qu'en ayant les actions en leur sein, mais ils s'attaquent justement à tous les autres trackers qui ont potentiellement pas les actions justement en leur sein et qui vont répliquer le marché ou des secteurs d'activité, peu importe, par des produits dérivés, par des swaps. Et donc là, il dit clairement que pour lui c'est une bulle et que ça crée des trappes à liquidité et que donc quand les investisseurs voudront sortir, il y aura quelque chose qui coincera. Donc du coup, après, moi ce que j'ai juste envie de dire rapidement sur The Big Short, c'est que c'est très bien, mais pour moi ça donne une mauvaise image de ce qu'il faut faire en bourse, parce qu'en gros ça donne l'image de la personne qui a une conviction, qui devient une certitude, qui fait quasiment un all-in dessus, et puis derrière qui attend. Et qui attend longtemps. Et c'est-à-dire ce que le film ne montre pas, c'est que là où Michael Burry, lui, a eu la profondeur de portefeuille pour potentiellement pouvoir attendre des années, parce que Michael Burry, c'est pas en 2007 qu'il a commencé à shorter, c'est à partir de 2004-2005. Donc c'est bien avant et il a fallu patienter. Et pour moi, c'est simple, il y a 95% des investisseurs qui potentiellement ont fait comme lui, ont vu venir la crise, qui sont au cimetière, ils sont ruinés, parce que eux, ils n'ont pas eu la possibilité justement d'empêcher leurs clients de pouvoir sortir leurs fonds, et donc ils ont mis la clé sous la porte avant d'avoir raison. Donc comme je le dis souvent en bourse, malheureusement ça,
voilà, potentiellement, si on a la profondeur de portefeuille, éventuellement, on peut faire un pari et on peut avoir la capacité de patienter jusqu'à ce que le marché nous donne raison. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ce qu'il faut faire. On va à la ruine si on fait ça. Si on fait un pari contre le marché, potentiellement, on sera ruiné avant même que le marché nous ait donné raison. Et ça, pour moi, c'est le plus gros risque. Et donc, c'est penser conviction, mais penser gestion du risque et penser donc timing. C'est ça qui est essentiel. Il ne sert à rien d'avoir raison trop tôt en bourse. On perd de l'argent à avoir raison trop tôt. Et je pense que voilà, les médias ne font pas leur job, dans le sens, les médias ou les films évidemment. On va pas vous raconter l'histoire des 100 mecs qui ont fait exactement comme Michael Burry mais qui n'ont pas pu tenir la position et qui donc sont plantés et sont ruinés, alors qu'ils avaient raison dans le fond. Mais par contre, on va vous raconter les histoires de personnes pour qui ça a réussi, parce que, mais malheureusement, eux aussi, ils n'avaient pas le bon timing. Moi, je préfère les histoires de personnes qui sont arrivées en temps et en heure, à partir de 2006, 2007, voilà, et qui, là, se sont mis à shorter le marché. Donc derrière, ça, c'est pour refermer la parenthèse. Donc, ce qui pour moi est intéressant, c'est que Michael Burry, c'est quand même un investisseur, un analyste sur les fondamentaux, donc c'est toujours intéressant parce que même s'il n'a pas forcément le bon timing, il a en général la bonne perception. Et donc parmi plein d'autres analystes, il a en général la bonne perception. Donc tout ce qui manque finalement, c'est l'aspect timing. Et donc là, sur cette prédiction, cette prévision sur la bulle des trackers, le crack boursier qui serait amené par les trackers, là aussi, je veux dire, je pense que dans le fond, il a tout à fait raison, mais derrière, il y a l'aspect timing. Est-ce que potentiellement ça va arriver demain? Est-ce que ça arrivera dans 3 ans, dans 5 ans? Par contre, ce qu'il dit, et là où il a raison, évidemment, c'est que plus ça va arriver dans longtemps, et pire ça sera, puisque si on continue à mettre de l'encours sur les trackers, et bien évidemment on fait gonfler la bulle, et potentiellement on fait gonfler les produits structurés, on fait gonfler les produits dérivés, et à un moment donné, c'est là où ça va clasher un petit peu. Donc du coup, Michael Burry de Big Short, il prédit la bulle des trackers et un crack boursier qui sera pire que celui des subprimes. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que il n'a pas tort, Michael Burry, hein, il est loin d'être le premier à s'inquiéter de la hausse exponentielle des encours sur les ETF, les trackers, c'est la même chose, ces dernières années. On s'inquiète surtout de comment réagiront ces investisseurs hein, et gérants qui sont dits passifs lorsqu'ils verront leurs économies s'envoler comme ça, sur un placement qui leur a été vendu comme sûr, qui leur a été vendu comme quelque chose qui va retourner 7% par an en moyenne, et que si on prend les statistiques sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, c'est ce que la bourse va rapporter en moyenne, justement, sur peu importe les crises, etc., en répliquant ne serait-ce que le marché. Très bien. Mais là, il faut faire attention parce que, bien évidemment, on se rendra compte dans le futur, un futur plus ou moins proche, que baser justement des stratégies, baser des réflexions, et on gagne des prix Nobel pour ça, bien entendu, sur justement des données passées, eh ben, c'est faire un biais, c'est avoir un biais psychologique et potentiellement se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que derrière, potentiellement, ces données-là seront fausses dans le futur. Alors attention, il ne faut pas mettre tous les trackers dans le même panier et jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Il faut faire attention voilà, de prendre cette interview-là et d'essayer un petit peu de raisonner et de voir un petit peu, d'apporter un petit peu plus autre chose. Donc c'est ce que j'essaye de faire de par cet article, essayer de réfléchir un petit peu plus en profondeur. Et d'ailleurs dans les commentaires, hein, je vous invite vous aussi à avoir vos propres réflexions et à poster vos propres réflexions. Le but voilà, n'est pas d'avoir un avis complètement biaisé, le but c'est toujours d'avoir un avis objectif. Et donc, d'avoir un petit peu tous les avis, comme ça permet justement d'avoir quelque chose le plus objectif possible. Alors, ce qui me gêne ces dernières années, c'est de voir que beaucoup de nouveaux investisseurs en bourse qui ont toujours eu peur d'acheter une action de par le passé, parce qu'ils vous le disent, hein, ils vous disent « moi j'ai jamais voulu acheter une action parce que c'est risqué, etc. » Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des cryptos, ou alors ils vont acheter des trackers. Ils vont acheter des trackers sur la base qu'on leur a vendu, que c'était un placement sûr, et qu'ils n'avaient rien à faire. Donc ça, évidemment, ça plaît à tout le monde.
potentiellement, moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est que quand même, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on fait, et donc il faut faire un minimum d'analyse fondamentale, un minimum d'analyse graphique. Hein. On peut se servir des trackers, je m'en sers moi-même, je recommande également un certain nombre de trackers, mais voilà, ce n'est pas tout d'acheter un tracker et puis d'oublier et d'être complètement passif. Je pense que le risque viendra potentiellement de là, parce que les personnes qui paniqueront en premier seront les personnes justement qui auront cru acheter un truc sûr, quasiment sur les plus hauts d'ailleurs, sur les niveaux de 2017-2018, et dès que ça commencera à baisser, même si on leur a promis de par les stats que c'était pas grave, une petite crise, ça remontera, etc. dans le futur, ce seront les premiers à avoir les mains qui tremblent et les premiers à vendre. Et donc, pour moi, il faut faire attention à ce biais d'ancrage sur le fait que voilà, on base toute notre structure sur des données passées. Attention à l'investissement passif, ce n'est pas sans risque, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. J'avais fait une vidéo pour expliquer justement le malheur du gérant et également que sur les prochaines années, pour battre le marché, il faudra être actif et non passif. Évidemment, il y a une erreur dans ce que j'ai marqué là, c'est-à-dire que quand vous êtes passif, que vous achetez des trackers, vous répliquez exactement le marché, donc vous ne battez pas le marché, vous répliquez le marché. Par contre, vous battez un certain nombre de gérants qui, eux, potentiellement aussi sont en train de répliquer le marché maintenant avec des trackers, mais du coup, vous font payer des frais supplémentaires. Donc ces frais-là, évidemment, s'enlèvent de la performance du marché. Donc du coup, pour moi, ce que j'ai répété quand même, c'est que avoir des trackers, c'est bien, mais il faut quand même avoir cette psychologie, cette mentalité de savoir ce qu'on achète, et donc de regarder ce qu'on achète, et d'être quand même un minima actif. Ça ne demande pas plus de temps que ça, peut-être un petit peu de temps au début pour se former, mais une fois qu'on est formé, qu'on sait de quoi on parle, et qu'on sait où regarder et quand regarder, ça ne prend pas beaucoup de temps de suivre un petit peu son portefeuille, que l'on peut gérer de manière passive, mais tout en regardant de temps en temps. C'est ça, c'est une passivité active quelque part, et c'est ce que j'encourage les gens à faire, et pas d'être complètement passif, parce que là c'est clair et net que quand le marché va vraiment baisser, ça va être les premières personnes à paniquer, à ne pas savoir quoi faire, et du coup à vendre, ne serait-ce pour récupérer. Peu importe hein, les promesses justement de dire mais c'est pas grave, ça remontera, etc. Le pas vendu, pas perdu. Ça, à mon avis, dès que les gens commenceront à perdre de l'argent, ça ne fonctionnera pas et ils vendront. Alors, l'investissement passif via tracker, c'est répliquer l'ensemble du marché. Or, sur les prochaines années, il y aura fort à parier que les marchés ne feront pas grand-chose, à part potentiellement le grand 8. Donc le répliquer sera certainement moins payant que de redevenir actif et de faire de la sélection de titres vis-à-vis de leur business, avantage compétitif, valorisation. Car crise ou pas crise, il y aura toujours un être humain quelque part qui s'adaptera, qui saura trouver le moyen de tirer profit du changement de l'environnement. Donc même dans une crise, des opportunités d'investissement se créeront. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre pour toutes les personnes qui ont peur de la crise, du krach boursier, etc. Non, même, je dirais même, tant mieux, ça va créer des opportunités, ça va disrupter le marché. C'est comme ça qu'on innove, c'est quand on est dans le mur. Les ETF trackers, une bulle pire que les subprimes. Alors bon, après il faut se rappeler que si Burry a eu raison pour les subprimes, hein, on ne lui enlèvera pas, il a eu raison beaucoup trop tôt et a eu de la chance de ne pas mettre la clé sous la porte avant d'avoir raison comme beaucoup d'autres dont l'histoire de ruine, en l'occurrence, ne sera malheureusement jamais racontée au cinéma ni dans la presse, hein, ça fait pas vendre. Alors, il a sûrement raison sur les ETF trackers, hein, là aussi, mais la question qui reste entière pour moi, c'est le timing. Un jour ou l'autre, les encours, en effet, sur les trackers s'inverseront. Il y aura un piège de liquidité. Le risque, c'est que le market maker, donc c'est celui qui vous fait l'achat-vente dans le carnet d'ordre actuellement, donc l'émetteur, ne fasse pas le boulot, c'est-à-dire il disparaît. Hein. Moi j'ai souvenir, hein, pendant la crise des subprimes, l'émetteur d'un coup, hop, il n'était plus là. Et donc vous aviez justement de la volatilité sur les marchés, et même sur les shorts, hein. Tout d'un coup, tous les produits dérivés, il n'y avait plus personne. Et donc derrière, vous ne pouvez pas vendre. Parce que si vous êtes sur un produit qui est illiquide sans le market maker, vous ne pouvez réellement pas acheter et pas vendre. Vous ne pouvez rien faire, juste regarder ce qui se passe. Et donc là, le risque évidemment, c'est que le market maker, normalement, lui, il est supposé être là tout le temps. Mais je peux vous dire que quand il y a des trous de liquidité, quand il y a des trous de volatilité, justement, le market maker, comme par hasard, il prend sa pause café. Alors, donc Warren Buffett, je l'ai dit au début, c'est quand la marée se retire que l'on constatera qu'il nageait réellement à poil. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire attention. Le risque est surtout sur les trackers qui n'ont pas les titres physiquement, en leur sein. Donc,
la réplication, donc c'est tous les trackers qui sont liés à des produits dérivés, donc des swaps en l'occurrence. Donc le risque, c'est d'acheter ce que tout le monde achète sans réfléchir, sans une stratégie. Acheter des trackers, c'est souvent ne pas faire attention au prix que l'on paye et donc ne pas se rendre compte que l'on achète quelque chose de survalorisé. La plupart des gens qui achètent des trackers aujourd'hui, ils achètent par rapport au prix passé. Ils se disent, bon ben là, ça a un petit peu baissé, tiens, ben, je rachète ce tracker-là. Ok, mais le tracker, il réplique un indice mondial, secteur d'activité ou un indice par pays. Il faut regarder un petit peu la valorisation de ce pays-là. Est-ce qu'on ne paye pas trop cher aujourd'hui? Ça, c'est des choses, voilà, un minima pour sélectionner, pour savoir ce qu'on achète et le prix que l'on achète et pas juste suivre la popularité du tracker. Après, bien évidemment, il y a des stratégies long terme où tous les mois, on va acheter un petit peu. Ça, c'est totalement différent, c'est autre chose, hein. Donc, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on peut aussi imaginer qu'il y aura des arnaques et des Ponzi avec des encours qui auraient dû être investis sur les actions directement, mais qui ne seront pas en réalité, rendant la cotation du fonds impossible lorsque Pot aux Roses sera découvert. Je pense qu'il faut se méfier notamment des produits structurés qui sont le plus souvent basés sur des dérivés. Donc, ça, il va falloir faire bien attention parce que c'est de là que ça va partir. C'est clair et net que c'est de là que ça partira. Et croyez-moi, hein, c'est pas nouveau. En 2008, pendant la crise de subprime également, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, on avait tous les jours des fonds qui justement se disaient bah, je ne peux plus coter parce que je ne connais pas la valeur liquidative, c'est-à-dire je ne suis pas capable de savoir ce que j'ai à l'intérieur et combien ça vaut à l'intérieur. Donc je ne suis pas capable de faire ma valeur liquidative parce qu'il y a tellement de volatilité et il y a tellement d'illiquidité justement que je ne suis pas capable. Donc du coup, potentiellement, le fonds il ferme et c'est zéro. Donc ça aussi, c'est l'importance de savoir dans quoi vous mettez vos billes, hein, et pas juste croire le banquier, croire les jolies promesses, de vous dire « Ah tiens, c'est un produit structuré et il est garanti en capital. » Oui, d'accord, mais comment? Donc ça, c'est important. Les garanties en capital, croyez-moi, le jour où réellement ça tanque, il n'y a plus personne, hein. Donc, s'il n'y a que des investisseurs passifs qui ne vendent jamais, même quand les marchés baissent, donc ça c'est l'argument premier des trackers, c'est on est des investisseurs passifs, on ne vend jamais. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va me dire, et on va rétorquer par rapport à cette bulle des trackers que bah, les gens, même quand ça va baisser, finalement, ils vont pas vendre puisque c'est dans leur stratégie globale de long terme et que potentiellement même, ils vont continuer de racheter. Ben, j'en suis pas certain. Loin de cette théorie, je pense que les gens sont humains et resteront humains et ils vendront dès que les marchés perdront 20%, 30%, voire plus, parce qu'ils ne voudront pas tout perdre tout simplement. Ce sera comme l'histoire du bank run, ça sera le tracker run. Il faudra vendre à tout prix parce qu'au moins je récupère un petit quelque chose. Et là, c'est irrationnel, c'est la panique, mais c'est comme ça, c'est la bourse, hein. La majorité des nouveaux entrants, ils ont des prix d'achat sur les niveaux de 2018. Un petit peu tardivement sur 2007. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ont acheté quand la bourse monte. Parce que c'est quand la bourse monte qu'on dit que les médias commencent à parler de la bourse et qu'ils se disent « Ah ben chouette, la bourse monte, il y a un coup à jouer, ça y est, je vais acheter. » C'est comme le Bitcoin, c'est comme tout. À chaque fois, c'est quand ça devient mainstream que les gens, la masse se met à acheter. Et ils achètent quasiment au plus haut. Et donc forcément, très rapidement, ils se retrouvent en perte. Donc c'est les premiers à avoir les mains tremblantes. C'est les premiers justement à être très fragiles au niveau de la vente. Et ils n'auront pas besoin d'une baisse de 20 ou 30%. Ils vendront très certainement avant. Alors c'est des petits investisseurs. On se dit, c'est des petits encours. Oui, mais également, tout ça, eux qui vendent, ça fait l'effet boule de neige, et petit à petit, même les gens qui se disent bon, « ça a baissé de 10%, je suis capable de tenir », quand ça baisse de 20%, ils sont impactés, ils vendent. Et du coup, comme eux, ils vendent, ça baisse encore de 10%, donc ça baisse de 30%, et donc là, le mec qui, lui, je pensais être tranquille, il se disait « bon, j'ai rien à faire », là aussi, il se dit bah, « je peux plus, il faut que je vende aussi ». Et c'est la boule de neige. Et donc c'est l'engrenage, et c'est comme ça de toute façon que vous avez un marché derrière qui tombe comme un couteau sous l'effet de la panique. Et petit à petit, finalement, on est obligé de baisser. Aussi, un point important, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de trackers, que ce soit de par les fonds dans lesquels les investisseurs, les particuliers investissent, qui sont achetés avec de l'effet de levier, qui sont achetés avec de la dette. Donc c'est des appels de marge également qui vont tomber, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à un moment donné, si vous avez une baisse du marché précipitée, rapide, vous allez avoir ces appels de marge qui vont obliger un certain nombre de fonds et d'investisseurs à vendre. Et là, il n'y a pas de discernement ou de distinction de prix ou quoi que ce soit, de valorisation ou quoi que ce soit, non, là il faut vendre, donc on vend. Et la problématique quand on vend un tracker, c'est qu'on vend finalement tout ce qu'il y a dans l'indice.
C'est-à-dire encore quand les marchés baissent et que voilà, on va vendre un certain secteur d'activité parce qu'il se passe quelque chose de mal sur ce secteur d'activité, éventuellement on dérive sur une crise financière, donc du coup il y a une défiance qui se met en place, donc on vend un petit peu tout après, mais ça part quand même en général d'un secteur d'activité. Et derrière il y a une défiance, mais derrière très rapidement on se rend compte qu'il y a certains secteurs d'activité qui résistent à la crise, qui continuent de vendre, même peu importe que soit la crise, leurs produits continuent d'être vendus, et surtout avec la crise ils sont revenus à des niveaux de valorisation attractifs, et donc là vous avez des investisseurs actifs, et c'est là où on a besoin d'investisseurs actifs, c'est là où on a besoin d'investisseurs dans la valeur. Si on n'a que des investisseurs qui suivent le momentum, ben, tant que ça baisse, eux ils n'achètent pas. Donc s'ils n'achètent pas, eh ben, ça ne va jamais remonter. Les gens qui font remonter les actions en premier lieu, c'est les investisseurs, justement, value. C'est les investisseurs qui voient une opportunité dans l'inefficience du marché et qui donc font acheter une action, même si elle a un momentum baissier, justement parce qu'ils voient une opportunité de valorisation et donc une marge de sécurité dans leur achat. Et donc derrière, bah, c'est eux petit à petit qui vont faire remonter l'action et là derrière, le momentum va se réintéresser parce que quand on va casser une résistance, il y aura un signal d'achat et ainsi de suite. Mais les tout premiers qui achètent une valeur, c'est des investisseurs value. Donc si on détruit ces investisseurs value, si on détruit ces gérants justement qui sélectionnent les valeurs sur une base active, sur une base de valorisation, eh ben, on détruit notre socle. Et donc ça veut dire que potentiellement, quand on va baisser, si on n'a pas suffisamment d'investisseurs value, eh ben on baissera encore plus. Parce qu'il n'y aura personne justement pour rattraper le couteau. On dit souvent il ne faut pas rattraper le couteau qui tombe. Mais il faut bien se poser la question. Pour que le couteau commence à toucher un sol, il faut bien qu'il y ait des personnes qui supportent ce sol. Et donc il faut bien qu'il y ait des personnes qui achètent le couteau qui tombe à ce moment-là. Donc c'est ça aussi qui est important dans le marché, c'est comprendre toute la dualité, certaines fois, de quelques règles. On se dit, bon, en trading, en effet, il ne faut pas acheter le couteau qui tombe. Pourquoi? Parce qu'on fait essentiellement du suivi de tendance. Mais derrière, vous avez besoin de ces analystes fondamentaux, vous avez besoin de ces analystes et de ces investisseurs value qui, eux, vont décider à un moment donné d'acheter le couteau qui tombe parce qu'il est arrivé à un niveau de valorisation où vous payez peut-être 20 € pour acheter un actif qui en vaut 100. Et ça, c'est ce qui va intéresser. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours, il ne faut pas être que l'un ou que l'autre, il faut être un tout. Un investisseur gagnant, pour moi, il représente un tout. Il représente une partie fondamentale, une capacité de comprendre les valorisations des entreprises et une capacité momentum technique, une capacité de suivre la tendance derrière et de savoir quand est-ce qu'il faut accumuler, alléger sa position, etc. Donc ça, pour moi, ce sont des éléments, justement, qui sont très importants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si en effet la bulle éclate sur les trackers, et que donc un tracker, c'est bête et méchant, c'est-à-dire que si on vend le tracker, eh ben, il va falloir vendre les actions qui sont en leur sein. Et la problématique, comme je vous disais, c'est que dans une crise normale, bon, ben, on vend certains secteurs d'activité, il y a d'autres secteurs d'activité qui rebondissent plus rapidement. Mais là, en l'occurrence, s'il y a une pression de vente sur les trackers, eh ben, il y aura une pression de vente en fait sur toutes les actions, sans distinction, sans discernement. Dans le sens où, dès que vous allez continuellement avoir une pression de tracker, eh ben, vous allez vendre toutes les actions au sein de l'indice, au prorata de leur pourcentage de valorisation, de capitalisation dans l'indice. Et donc là, c'est là où quelque part, il y a une question à se poser justement, c'est de se dire que ce qui va être encore plus intéressant, c'est d'être un investisseur actif, c'est d'être un investisseur value. Parce que là où des business sur les crises précédentes, alors il y avait déjà des trackers, hein, les trackers c'est pas d'hier quand même. Là on a bien gonflé les encours, donc on se dit que peut-être à la prochaine fois il y aura un impact plus fort, mais même à la crise de subprime, il y avait encore déjà aux États-Unis surtout, en Europe maintenant, mais déjà aux États-Unis il y avait déjà pas mal de trackers, mais ils ne représentaient pas non plus ce qu'ils représentent aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment la moitié des encours. Donc ce qu'il faut bien se dire, la moitié des encours qui sont investis, hein, attention. Et donc ce qu'il faut bien se dire justement, c'est que là où ça va être très intéressant, c'est que comme s'il y a beaucoup de vendeurs de trackers, on va vendre toutes les actions sans discernement, et ben il y a certaines actions qui du coup vont baisser encore plus que ce qu'elles devraient baisser parce que les acheteurs value ne seront pas suffisamment forts pour compenser les ventes des trackers, continuellement sur toutes les actions sans discernement. Et donc ce qui veut dire qu'on va certainement baisser
Là où potentiellement on pourrait, dans des marchés en panique, potentiellement on peut avoir des valorisations des fois où on se met à acheter 50 euros l'actif de la société finalement alors qu'elle en vaut 100. Et bien là potentiellement ce qu'on peut se dire c'est qu'avec les trackers, si réellement il y a une bulle sur les trackers, si réellement derrière en effet il y a une crise et un krach boursier qui est accentué par les trackers, par le fait que toutes les personnes qui ont des trackers et tous les fonds etc. se mettent à vendre sans discernement, sans distinction, et bien potentiellement on peut se retrouver avec des valeurs du coup qui vont tomber où on va se retrouver à payer 20 euros finalement pour un actif qui en vaut 100. Donc quelque part je me dis que dans les années à venir, et si on devrait croire justement cette histoire de dire bon ben les trackers c'est une bombe à retardement, et ben c'est de se dire pour un investisseur value, pour un investisseur voilà, qui comprend un petit peu les business etc, c'est de se dire ben moi, je me focalise sur les bons dossiers, je me focalise sur les bons business, les business qui vont résister même en temps de crise, etc. Potentiellement, les nouveaux business qui profiteront derrière de tout ce qui pourra se passer dans l'environnement et des changements politiques, tout ce que vous voulez. Mais du coup, ce qui va m'intéresser, c'est que grâce au tracker, je vais pouvoir vraiment avoir ces valeurs-là qui vont être très peu chères, et donc je me dois de conserver des liquidités. Je me dois de conserver des liquidités pour être prêt à saisir ces opportunités, parce que le marché va être encore plus inefficient que ce qu'il avait été de par le passé, à cause justement de ces trackers, à cause de la concentration dans ces trackers et du fait que ça vend sans distinction et sans discernement. Et donc du coup, je peux potentiellement me retrouver à acheter 20 euros une action dont les actifs en valent 100. Et donc c'est là où je pense réellement que être un investisseur actif dans les années à venir, ça va être la capacité de battre le marché. Parce que pour battre le marché, on a besoin d'une efficience du marché. En effet, si le marché est efficient, vous ne pouvez pas battre le marché par définition, et donc le répliquer finalement, c'est la meilleure chose que vous avez à faire. Mais là où moi je trouve que justement on peut battre le marché, c'est quand le marché est inefficient, c'est quand le marché panique ou est euphorique, c'est quand le marché tout simplement est irrationnel. Et donc là, potentiellement, si on croit à cette histoire de bulle de tracker, eh ben, ça peut amener cette irrationalité-là sur les marchés, et donc ça peut créer des opportunités énormes pour l'investisseur qui saura ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est important de comprendre également, c'est qu'en achetant des trackers, eh ben, c'est bête et méchant, on achète toutes les actions qui font partie de l'indice. Et donc en fait, on ne fait que renforcer finalement les encours dans les grosses caps, puisque la plupart des trackers qu'on va acheter, c'est des trackers indiciels. Donc, et dans les indices, on retrouve les plus grosses capitalisations de chaque pays. Et donc en fait, c'est ça aussi quelque part pour moi qui explique la divergence que l'on a depuis quelques années, où on voit que les petites capitalisations n'arrivent plus à surperformer les grosses. C'est les grosses capitalisations qui surperforment aujourd'hui les petites. Et donc du coup, finalement, ces encours dans les trackers créent une nouvelle aberration sur le marché. C'est que malheureusement, le risque, en fait, c'est que on va de plus en plus injecter de l'encours sur les grosses caps qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Et finalement, on va se retrouver avec des marchés boursiers qui dépendent uniquement de la santé boursière d'une poignée d'actions. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les GAFAM. Si on regarde le CAC 40 aujourd'hui, je veux dire, on est truffé de valeurs luxe. Donc, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les indices sont calculés. C'est-à-dire, pour intégrer aujourd'hui un indice, vous avez besoin que votre capitalisation boursière soit parmi les 30 plus fortes ou les 40 plus fortes. Et vous allez être intégré. Bon, le S&P 500, évidemment, c'est beaucoup plus large. Mais du coup, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que aujourd'hui, l'encours, et c'est ce que dit Michael Burry aussi, l'encours que vous avez sur tous les trackers est bien plus énorme si jamais vous deviez vendre, et donc c'est-à-dire le flux de vente éventuellement sur les actions au sein de ces trackers-là sont bien plus importants que le flux d'actions et d'échanges qui sont faits au jour le jour, à la semaine, au mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à devoir absolument vendre les trackers par millions, par dizaines de millions, eh ben vous n'avez pas suffisamment de liquidité sur les marchés pour pouvoir vendre. C'est un petit peu comme l'histoire de Kerviel. Hein. Si vous vous souvenez, Kerviel était en très fâcheuse position et il avait finalement contracté bien plus que ce qu'il était autorisé. Évidemment, tant qu'il gagnait, ça allait bien. À partir du moment où ça s'est mis à perdre, eh ben, il a fallu solder les positions. Or, pour solder cette taille de position, et surtout pour le faire rapidement, parce que vous avez la pression,
vous avez la pression médiatique en plus, hein, sinon vous prenez le temps. Je veux dire, s'il y a des volumes, etc., vous prenez le temps, potentiellement ça vous met un mois et demi à solder la position, mais vous la soldez. Et puis vous la soldez au prix un petit peu que vous voulez, c'est-à-dire que vous ne tuez pas le marché, vous soldez un petit peu tous les jours. Par contre, quand vous devez absolument solder et qu'il n'y a pas la contrepartie, eh ben c'est là où vous êtes un petit peu dans une obligation de vendre à n'importe quel prix. Et c'est là où les cracks arrivent, c'est là où les paniques arrivent justement, c'est quand les gens doivent absolument vendre et du coup ils vendent à n'importe quel prix. Et ça c'est un risque supplémentaire également vis-à-vis des trackers, c'est que si on devait être dans une situation où vous avez des gérants qui doivent vendre à n'importe quel prix leurs trackers, et donc du coup ça va vendre les actions à n'importe quel prix qui sont au sein de ces trackers-là, il y a toujours un délai de la part des gérants également, c'est-à-dire que quand vous donnez votre ordre de vente sur le tracker, ok très bien, vous vendez, vous avez votre argent, etc. Mais lui, si c'est un tracker à application physique, lui le gérant il va attendre d'en regrouper plusieurs avant de vendre les actions sur le marché. Il ne va pas faire ça au petit pot, il va vendre par groupe, parce qu'en plus il peut négocier les frais, etc. Bref. Mais donc, et ça aussi c'est un autre danger justement, où potentiellement vous pouvez vous retrouver avec des flux vendeurs à un moment donné, qui sont tellement énormes qu'il n'y a pas la contrepartie acheteuse sur le marché. Hein. Rappelez-vous, hein, si vous vendez, vous avez besoin d'un acheteur. S'il n'y a pas la contrepartie acheteuse, ben vous vous retrouvez, pouf, piégé. Piège de liquidité. Donc c'est ça également potentiellement le piège qui peut arriver si vous avez réellement une panique sur les marchés, une volonté de vendre tous ces trackers-là qui vont arriver en même temps sur le marché, il n'y aura pas de contrepartie possible. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre et de comprendre l'instabilité que l'on a créée du coup en finalement faisant reposer l'ensemble des indices mondiaux sur une poignée d'actions, sur une poignée de valeurs, d'entreprises. Et si ces valeurs et si ces entreprises-là, justement, commencent à nourrir de la défiance, eh ben c'est l'ensemble du marché qui va baisser. Mais c'est là, justement, où c'est une opportunité pour les investisseurs actifs, parce que d'ores et déjà, aujourd'hui, vous avez des petites valeurs, des petites capitalisations qui, du coup, sont complètement délaissées, puisque tout le monde achète des trackers. Donc si tout le monde achète des trackers, tout le monde achète des grosses caps. Et donc, il n'y a plus vraiment de liquidité pour acheter des petites caps, donc il n'y a pas de volume, c'est pas intéressant, il n'y a personne qui achète. Et vous vous retrouvez du coup avec des valeurs qui sont complètement délaissées, mais qui cotent leur actif, voire moins que leur actif, ou qui cotent même des fois leur trésorerie. Et c'est là où vous vous retrouvez justement avec des opportunités assez intéressantes, et qui potentiellement dans la prochaine crise seront encore plus intéressantes, parce que vous aurez ces paniques-là, et je pense que c'est là où il y aura des coups à faire, mais il faudra savoir ce que l'on fait, et donc il faudra savoir lire un bilan, par exemple, et savoir conserver des liquidités également. Donc, la loi du marché efficient va prendre un sérieux coup derrière la tête, je pense. Donc, si le marché n'a plus beaucoup d'investisseurs qui sont dits value, capables de discerner quand le marché est inefficient et d'en profiter ce faisant, achetant et créant une fin d'hémorragie baissière sur certaines actions, alors potentiellement, les points bas atteints lors de la panique seront très bas, voire encore plus bas. Alors je crois que bulle ou pas sur les trackers, la baisse du marché, la panique potentielle sur les trackers, peu importe, créera des opportunités énormes pour les investisseurs qui sauront lire un bilan, qui sauront comprendre les activités des entreprises et leurs valeurs, qui sauront comprendre leurs avantages compétitifs justement et leur capacité de le garder durablement. Ils pourront alors acheter des actions qui seront vendues à vil prix, sans discernement, sans distinction aucune, et acheter pour probablement 20 € des entreprises dont les actifs en valent 100. Donc, une crise de liquidité, cela ne vous rappelle rien, je pose la question, il y a des trillions qui sont investis sur les trackers, alors que les entreprises en leur sein n'échangent pour la majorité pas assez de volume pour encaisser des ventes massives de trackers. Encore une fois, c'est le scénario du pire. C'est une trappe à liquidité qui peut se refermer si la panique s'empare du marché des trackers, car les gérants auront des ordres importants de vente à passer sur les marchés et les carnets d'ordre à l'achat ne seront pas assez importants pour faire face. S'en suivra une vente à tout prix, comme ce que je vous ai expliqué pour Société Générale notamment. Donc l'illiquidité, on en revient toujours à ça, est un risque qui fait très mal quand on doit absolument vendre. Réfléchissez, prenons un exemple à votre échelle. Imaginons il y a une action à 1 €. C'est souvent donc des petites valeurs, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Il y a quoi? Peut-être 2000 titres échangés par jour, donc
Donc c'est vraiment rien d'échanger. Et donc, vous avez la foi dans cette action, dans cette entreprise. Vous pensez vraiment que c'est une pépite. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez acheter petit à petit tous les jours. Tant et si bien que vous allez vous retrouver avec une position potentiellement de 20 000 titres, 30 000 titres, 50 000 titres. Tant que l'action monte, vous ne vous rendez pas compte de votre risque. Vous vous dites, l'action monte, je suis en train de gagner beaucoup d'argent, j'ai bien fait d'investir dans cette entreprise. Mais dès que l'action baisse, et que vous vous dites, ou dès que vous voulez vendre, vous regardez le carnet d'ordre, il n'y a personne. Donc vous vous dites, bon ben ok, mais je fais toujours mon beurre, allez j'en vends 1000 aujourd'hui, demain j'en vends 1000, après-demain j'en vends 1000. Potentiellement, au bout d'un mois, 2 mois, vous avez vendu votre position, vous êtes content, vous avez fait votre plus-value si le prix est resté étal. Mais pensez bien évidemment que la plupart des gens, ils pensent à vendre quand le marché se casse la figure, ils ne pensent pas à vendre quand tout va bien. Et donc là, pour bien comprendre cette trappe à liquidité, justement, c'est de comprendre justement que vous vous retrouvez avec une position qui est tellement énorme, et que si vous voulez la vendre, eh ben il n'y a personne. Et maintenant, dites-vous, vous avez un appel de marge parce que cet argent-là, il n'est pas à vous. Vous l'avez emprunté et comme par hasard, maintenant, on vous demande de le rembourser. Ben, vous avez un appel de marge. Et donc là, vous êtes obligé de vendre. C'est-à-dire que peu importe tous les mecs qui sont dans le carnet d'ordre, même s'il y en a qui vendent même s'il y en a qui achètent à 1 centime d'euro, ben, vous êtes obligé de vendre. Et donc vous pouvez vous retrouver justement à cause de cette trappe de liquidité à vendre votre position qui est trop grosse pour le marché parce qu'il n'y a pas de contrepartie, et encore moins quand tout se cassera la figure, et ben vous vous retrouvez à vendre quasiment au prix le plus bas. Donc pour l'acheteur, pour le mec qui a attendu l'acheteur, ce que je vous disais, l'investisseur actif, lui, potentiellement, il va choper des titres vraiment pas chers du tout. Il faudra faire de la sélection, il ne faudra pas acheter des dossiers qui sont pourris, il faudra acheter des bons dossiers. Mais du coup, pour ceux qui seront obligés de vendre, ça va faire très très mal. Donc, du coup, une analogie intéressante, et c'est une analogie qu'a donné Michael Berry également dans son interview. Je l'ai modifié un petit peu l'original pour peut-être l'imager un petit peu plus. Alors, c'est comme en gros si vous aviez une salle de concert, et donc du coup, cette salle de concert, eh ben, elle marche super bien, et vous avez de plus en plus de gens qui arrivent. Donc forcément, chaque année, ou tous les 2 ans, vous devez agrandir la salle de concert. Et donc, chaque année, ou tous les 2 ans, vous agrandissez justement la salle de concert pour qu'elle puisse accueillir de plus en plus de personnes. Mais vous oubliez une chose, c'est que vous n'agrandissez pas les portes de sécurité et les portes de sortie d'urgence. Et donc ces portes de sécurité, ces portes de sortie d'urgence restent les mêmes, de la même taille que celles qu'il y avait quand vous y étiez au tout début justement de la salle de concert ou du stade, peu importe. Et donc c'est bien pour vous comprendre du coup, si à un moment donné il y a une peur panique, je veux dire, on le voit, hein, l'être humain panique et est irrationnel, c'est-à-dire il va se ruer vers la porte de sortie, et cette porte de sortie va faire goulot d'étranglement. Et là les gens se piétinent. Donc, quelque part, si en effet ce que dit Michael Berry vis-à-vis des trackers se réalise, c'est l'image qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui va se passer. Donc, le tracker est un produit de masse qui posera problème. Avec les trackers, on réduit les frais de gestion, c'est top, c'est ça qui fait marcher. Et donc du coup, le business de la finance, hein, il est pas dupe, hein, son but c'est pas de vous faire des cadeaux. Donc le business de la finance, lui, il vous vend un truc qui a moins de frais, d'accord, mais il sait que pour faire son beurre, du coup, il a besoin de quoi? Il a besoin d'en vendre plus. C'est toujours la même chose. La stratégie de low cost, c'est de faire de la masse derrière. Et donc, c'est finalement de faire du chiffre par le nombre. Donc là, le but, évidemment, le tracker, c'est à coup marketing, à tout ce qu'on voulait, c'est d'essayer de le répandre le plus possible. Évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme je l'ai dit, tracker et applications physiques qui détiennent les titres, c'est une chose. Mais de plus en plus, ce que l'on voit, c'est des produits structurés. Des produits qui vont répliquer le marché, mais pas avec les actions en leur sein, avec des produits dérivés. Alors on vous promet la garantie du capital, etc. On verra. Je ne suis pas certain, le jour où c'est vraiment pas terrible, je ne suis pas certain que vous ayez la garantie de capital. Hein. On l'a déjà vu de par le passé. Les garanties de capital ne valent pas grand-chose en temps de crise. Donc, du coup, c'est là-dessus, justement, il faut faire attention. Ne parlons pas de tous les swaps dérivés qui sont associés au tracker. C'est bien d'ailleurs là où le mal est et d'où il partira très certainement pour ensuite s'étendre à la peur panique sur tout le reste. La prochaine crise, du coup, ce que l'on verra advenir dans la prochaine crise, c'est le fait que les banques centrales devront racheter des trackers. C'est-à-dire aujourd'hui, les banques centrales, pour supporter un petit peu, rachètent quoi? Elles ont racheté des obligations. Eh bien, je pense que peut-être à la prochaine crise, si réellement, en effet, on a un dump qui a lieu à cause des trackers, eh bien, les banques centrales rachèteront les trackers. C'est-à-dire, les banques centrales se retrouveront avec un paquet de trackers. Et les banques centrales, elles, au moins, elles ne vendent pas.
C'est-à-dire elle n'a pas peur, même si elle achète pour 100 et que ça vaut 1 un jour, eh ben, elle ne vend pas, elle garde, elle est là pour la stabilité. Alors que l'investisseur, bien entendu, même s'il vous dit aujourd'hui pas vendu, pas perdu, je ne vendrai jamais mes trackers, etc., même s'il y a un dip de marché, une crise, justement, j'en rachèterai plus, ben, potentiellement, quand tout le monde paniquera, il paniquera lui aussi. Donc, ça, c'est intéressant à se dire. Donc, quelle solution pour éviter la bulle des trackers? On n'évitera pas. Pour moi, c'est bien choisi. Et le but, c'est pas de dire, bouh, va des retros satanas, les trackers. Non, il y a du bon et il y a du moins bon. Et j'avais déjà écrit, il y a déjà plusieurs années, justement, sur les trackers. Pour moi, produits structurés, out. On oublie. Et c'est essentiellement des produits dérivés. Et dites-vous bien qu'il y a des gars de Matsup Matspé qui ont été embauchés pour pouvoir calculer les probabilités, justement. Et les probabilités, croyez-moi, hein, c'est pour faire en sorte que ce soit la banque qui gagne, pas vous à la fin. Donc même s'il y a de la garantie de capital, même si on vous vend des produits structurés où on vous dit bah, si la bourse baisse de 20% ou de 10%, vous perdez zéro, bah, dites-vous bien que les probabilités ont été calculées également pour ne pas mettre dans la panade la banque si jamais ce scénario-là se passe. Donc bien évidemment, en règle générale, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une sécurité à moins 20%, le marché il fait moins 30%. Donc, et là vous prenez toute la perte. Donc après, on peut toujours se demander si on arrive vraiment sur une crise financière, bah, du coup l'émetteur, bah, si l'émetteur va vers la faillite, potentiellement, bah, que vous ayez la garantie ou pas, ça ne change rien. Hein. Donc voilà, ça c'est le scénario du pire, j'aime pas penser en termes de scénario du pire, mais voilà, c'est, je pense, important également de réfléchir de cette façon-là, et de réfléchir, pourquoi? Pour la gestion du risque. Parce que si le scénario du pire vous permet de savoir bah, combien au pire vous allez perdre. Donc du coup derrière vous gérez votre risque, vous ne faites pas all-in quoi. Donc vous essayez justement de ne pas avoir vos œufs dans le même panier. Donc c'est ce que j'essaye de faire hein, à titre personnel. Moi je recommande des trackers, mais je recommande des trackers qui vont investir dans les actions directement. Aussi ce que je fais à titre personnel, c'est que je n'ai pas tout mon argent dans les trackers. Même mon portefeuille long terme, aujourd'hui si je fais la somme de tous les trackers dont je dispose, ils ne vont représenter que 20% en gros de mon encours. Donc après l'essentiel c'est que j'investis directement dans les sociétés. Et les trackers sont là un petit peu pour lisser mon risque, pour aller chercher, pour faire des paris des fois sur certains secteurs d'activité, sur les mines orifères, les mines argent, etc. Ce genre de choses, le solaire, mais derrière voilà, et puis derrière je reste quand même un petit peu actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné si je sens que l'émetteur commence à pas avoir les reins solides, si je sens que le marché commence à être la panade, de toute façon, moi mon but c'est de vendre donc, et d'être réactif dans ma vente. Donc pour moi c'est quelque chose que l'on doit savoir faire. Il ne s'agit pas d'être tous les jours rivé sur son écran de PC, non. Si on est long terme on n'a pas besoin, mais de faire un suivi. Et pas juste voilà, d'acheter et puis derrière de ne pas regarder pendant 3 ans. Ça, c'est le risque globalement. Hein. Alors certains diront que le krach boursier ne pourra pas venir des trackers car les investisseurs sont passifs et donc pratiqueront le pas vendu, pas perdu. D'une part, je n'y crois absolument pas, car les investisseurs qui se disent passifs et long terme seront les premiers à vendre et vouloir récupérer leur argent quand le marché baissera de 20-30%, parce que la plupart d'entre eux ont acheté assez haut. Par contre, évidemment, ces encours-là ne représentent pas les encours majeurs. Hein. Les encours majeurs, aujourd'hui, sont dans les fonds de pension, ils sont dans d'autres gros types de fonds. Et je ne pense pas, du coup, qu'il y aura des retraits massifs, à moins de vraiment avoir cet effet de boule de neige. Et encore une fois, voilà, c'est impossible aujourd'hui de savoir est-ce que cet effet boule de neige arrivera. Oui, il y a un risque, ok, potentiellement, mais est-ce que cet effet de boule de neige vraiment arrivera jusqu'au bout, en allant jusqu'au krach? Et quel sera le timing? Est-ce que ça va arriver demain, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans? C'est impossible de savoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, il faut faire attention, il ne faut pas non plus croire toutes les histoires qu'on se raconte, et il faut bien choisir ses produits. Et donc pour ça, il faut au minimum savoir ce qu'on fait. Et pas passer moins de temps aujourd'hui à gérer vos investissements en bourse que ce que vous passez à choisir votre prochain micro-ondes. Donc ça aussi c'est important, il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me disent « moi je veux que ça soit simple, je veux que ça soit rapide, j'ai pas beaucoup de temps à y passer ». Oui, mais elles y passent moins de temps qu'à choisir leur prochain micro-ondes ou frigidaire, il y a un problème. Donc posez-vous les bonnes questions. Donc bien entendu, il convient aussi d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Ça c'est la règle première, ça permet de rester un peu plus rationnel. Pour éviter de paniquer et toujours garder du cash, pour profiter des paniques de marché qui ne manqueront pas d'arriver dans les années à venir. Le but du jeu, je vois tout le monde avoir peur de la crise, du truc, du machin. C'est pas grave, ça arrivera.
On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel sera le déclencheur. Ça ne sert à rien de jouer aux devinettes. On sait juste que ça arrivera. Donc il faut juste être prêt, le jour où ça arrive, à pouvoir encaisser et derrière avoir des liquidités pour profiter des opportunités qui seront créées. Rappelez-vous toujours que la bourse, c'est en gros le seul magasin dans le monde où quand c'est les soldes, il y a tout le monde qui sort en courant du magasin. Et c'est bien entendu le contraire qu'il faut faire. Donc, pas de certitude, bien entendu, jamais de certitude, surtout une histoire de timing. C'est pourquoi crack boursier à cause des trackers ou pas, peu importe, c'est le timing qui sera essentiel. Mais surtout la capacité d'être prêt à ne plus être qu'un investisseur passif. Il faut tendre vers un peu plus d'investisseurs actifs, savoir un peu plus ce que l'on fait, avoir cette capacité de patienter pour profiter de l'inefficience des marchés qui ne manquera pas de venir. Et c'est de l'inefficience des marchés, peu importe tout ce que vous avez appris sur les prix Nobel, tout ce que vous voulez, c'est de l'inefficience des marchés que découle la performance et la capacité de battre les marchés. Donc, c'est qui prouvera une nouvelle fois que tous les modèles de risque sur lesquels se basent beaucoup de trackers et de stratégies actuellement dites prudentes, sans risque, tout ce que vous voulez, seront faux. Mais ça, évidemment, on ne le saura qu'à posteriori. Et vous, alors, que pensez-vous maintenant de cette histoire de tracker, bulle, pas bulle? Est-ce que ça peut découler sur un crack? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, j'ai essayé un petit peu de décortiquer la façon dont on pouvait voir les choses, voilà, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. N'oubliez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à vous partager quelle est votre vision. Et justement, comment vous voyez la suite des opérations et quel est pour vous le potentiel risque ou pas, tout simplement. Voilà, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, évidemment, de mettre un pouce en l'air, comme ça, ça motive à continuer à en faire d'autres. Et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo que je peux publier. Je vous souhaite une excellente journée les graphes et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!